Je m'appelle Bob Wilton. Je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des armes télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basse muraille. Nous devons voir l'avenir. Félicitations, Scotty. Merci, Désolé que ça finisse mal entre vous. Qu'est-ce que vous faites? Je déchire les nuages. Je dois m'entraîner. Disparu. Vous aviez tout le désert comme route, Lynn. Merci de nous avoir pris en stop. Comment on va faire pour se défendre? Ils sont armés. On est des Jedi. On ne doit pas se battre avec des armes, mais avec le mental. C'est quoi ce délire? J'étais parti faire un papier, mais mon ami Lynn m'a fait vivre une aventure. Ayez pas peur, on est américains, on vient vous donner un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que je viens d'écraser. Le lieutenant-colonel Django a puisé dans nos fonds secrets pour payer les services de prostituées C'est un mensonge. et acheter de la drogue pour ses hommes et pour lui-même. Cette histoire de pute... I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And there ain't nothing that I care for you. And you know down inside that I really do. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really mean to love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. Na 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 na. Le raccourci le plus court étant évidemment les accusations répétées, notamment par Steve Pizzenik, dès 2016, il me semble, ou 2017, je sais plus, et les divers groupes QAnon, avec l'histoire du Pizzagate et autres Frazzle Drip. Mais ce même Paul Vallely, que je viens d'évoquer, et qui invitait Michael Flynn sur son média, lui, a déclaré des choses étonnantes sur Q lors d'une autre émission. Il a expliqué d'où venait Q. Il s'agirait en fait d'une cellule spéciale de militaires assignés à la communication sur Internet. Q est donc piloté par un bureau d'opérations spéciales constitué de ce que l'on appelle des white hats, c'est-à-dire des spécialistes de l'informatique, des hackers, ou en français des pirates informatiques spécialisés dans l'influence sur Internet. Donc, si quelqu'un est chargé de faire de la propagande à l'ère d'Internet, des fermatrolls et des bots générés avec IA, si quelqu'un est chargé de pirater la cognition des masses, c'est donc logiquement
ce type de cellules militaires. A priori, ils le font depuis longtemps, en ayant déjà sévi sous de nombreuses formes et en se servant déjà de sujets tels que la lutte contre la pédophilie pour cristalliser l'attention sur certains aspects de propagande. C'était déjà le cas d'Anonymous, avec leur slogan « Nous sommes Légion ». On comprend aussi que Julian Assange, qui a relayé les Wikileaks avec les fameux mails d'Hillary Clinton et John et Tony Podesta, qui se trouve être un contact d'un des cerveaux de la machine Trump, dont on reparlera plus tard, Roger Stone, peut tout à fait être une opération de subversion. Et on comprend mal pourquoi Assange, alors qu'il a contribué à ternir l'image des Clinton, n'a pas été gracié par Trump. Mais qu'en revanche, quelques mois seulement après avoir menacé Hillary lors du débat, Trump a fait faire une standing ovation aux Clinton par les personnes présentes lors de son dîner inaugural, où on retrouve également des personnalités telles que Chuck Schumer, un sénateur démocrate, dont on reparlera brièvement plus loin. Je vous invite à aller retrouver cette scène ahurissante du dîner inaugural de l'investiture de Trump, qui symbolise déjà toute la félonie et l'incommensurable toupet de Trump. Et donc, pour revenir à Paul Vallely, c'est un général d'armée, aujourd'hui retraité, qui a officié sous l'ère de Ronald Reagan. Il a développé sous son mandat des services d'opération spéciales. Il s'agit d'un ancien major général de l'armée américaine, commandant du tout premier groupe d'opérations psychologiques et du 7e groupe d'opérations psychologiques aux États-Unis. Nous parlons ici des hautes sphères du milieu militaire, où tout le monde se connaît en fait. C'est vraiment un clan. On parle parfois de la grande silencieuse pour désigner l'armée, mais non seulement ce clan est surtout silencieux lorsqu'il s'agit de dire la vérité au peuple qu'elle prétend défendre, mais elle est aussi habituée à multiplier les narratifs fallacieux pour camoufler ses objectifs réels. J'appelle ça le camouflage cognitif, comme un tissu style treillis militaire, là, sauf que là, il est fait d'un tissu de mensonges. Bref, Vallely, à l'époque de Reagan, a aidé à rédiger la première version d'un ouvrage proposant des méthodes dites d'opération psychologique pour le compte du gouvernement et de l'armée américaine. Cet ouvrage, From Psyop to Mind War, The Psychology of Victory, a ensuite été reformulé par celui qui l'avait coécrit avec Paul Vallely. Et là, je parle de Michael Aquino. On y reviendra. Le but de la thèse de Paul Vallely et Michael Aquino était de créer des groupes de fanatiques en usant d'opérations psychologiques, s'étalant sur plusieurs décennies, et obtenir d'eux des actes qu'ils n'auraient évidemment probablement jamais fait sans cette implémentation de guerre psychologique. Donc, Vallely a coécrit la première version de ce rapport, From Psyop to Mind War, qui a ensuite été réédité par Michael Aquino sous le nom simplifié de Mind War. Et Michael Aquino, qui est mort très récemment, c'était aussi le fondateur du Temple de Seth et l'ami d'Anton LaVey, le fondateur de l'Église de Satan. Donc, la plus grande armée du monde est donc directement pilotée par l'idéologie sataniste, les méthodes de MKUltra, les réseaux pédocriminels et plus largement le contrôle des individus par voie de chantage. Juste sur Michael Aquino, il faut rappeler que il est mort, donc ça n'a jamais été au bout, mais son nom a été quand même couché dans des dossiers d'instruction pour des viols sur enfants dans la base du Presidio dans la région de San Francisco en Californie. Tout à fait. Ces enfants, d'ailleurs, ont parlé aussi de partouzes avec des adultes déguisés, etc. Des scènes qui ont été décrites qui ressemblent à s'y méprendre à celles racontées par les enfants dans le documentaire dont Élise Lucet a perdu le souvenir. Silence on tue, la fin du silence. Enfant. Bon, je fais un peu le titre exact, mais quelque chose comme ça. Bon, vous vous souvenez, c'est le. Oui, tout le monde se rappelle de ce documentaire. Très important documentaire où une magistrate avait parlé de fausses communes et s'était ensuite retrouvée le lendemain envoyée non pas à Limoges, elle n'a pas été limogée, mais je crois qu'elle était envoyée, dans les antipodes. Je sais plus si c'était à Wallis ou Futuna ou en Guyane, mais bon, quelque chose de ce genre. Donc voilà, Michael Aquino, c'est véritablement, c'est un disciple de l'ésotérisme nazi. C'était un disciple d'Aleister Crowley. C'était un fanatique du château du Wewelsburg, qui était le château, on va dire, de la fausse religion diabolique de l'ordre noir de la Waffen-SS. C'est un
un praticien de la magie transhugossienne, de la magie typhonienne, si on préfère, et tout en étant lieutenant-colonel, puis colonel. Je me souviens de son titre de lieutenant-colonel, mais peut-être qu'il a pris du grade depuis, avant son décès, de l'armée américaine pour les opérations psychologiques. C'est quand même énorme. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment l'emploi. Tout à fait. Ouais, là, c'est incroyable d'y penser. Moi, je le sais. Beaucoup de nos auditeurs l'ignorent peut-être. Là aussi, c'est pareil. Il faut faire vos recherches sur qui était Michael Aquino. Vous allez faire des découvertes extraordinaires. C'est un univers. Ils en ont même fait un film dans lequel a joué celui qui fait toujours la pub pour le café. Là, comment s'appelle-t-il? Qui jouait dans O Brother, qui a fait une série aussi de santé avec des médecins là. George Clooney. George Clooney, merci. Il a incarné en fait leur personnage qui est un clone de Michael Aquino dans un film, une histoire de chèvre qui tord les cuillères. Je me souviens plus exactement du titre, mais c'est facile à trouver. À Geller, celui qui tordait les cuillères, truc extraterrestre. Uri Geller, quelque chose comme ça. C'est une référence. Oui, c'est un personnage de synthèse entre plusieurs de ces militaires américains qui s'adonnaient en fait à la parapsychologie au service des opérations noires de l'armée américaine. D'ailleurs, on retrouve cette histoire de cuillère tordue dans Matrix à un moment donné. Tout à fait, absolument, absolument. Donc là, on est vraiment au cœur du complexe militaire américain des opérations noires, dont ces programmes sont financés par ce dont vous parlez, Joe, tout à l'heure, c'est-à-dire trafic de stupéfiants. D'ailleurs, dans l'Arkansas où était gouverneur Bill Clinton, c'est là que rentrait la drogue. C'est sur les aérodromes de l'Arkansas que rentrait la drogue venue d'Amérique du Sud. C'est toutes les opérations Iran-Contra, les opérations des milices de l'opération Condor, où les Français ont d'ailleurs trempé ce qu'on appelait l'école française. Là, c'est le livre de Marie-Dominique Robin sur l'école française de la contre-insurrection. C'est tout un micmac. Là, vous êtes aussi au cœur de l'international noir avec l'agence Aginterpress, où trempaient des soldats perdus de la guerre d'Algérie. Effectivement. Aquino, on touche un point très visible en plus. C'est rien qu'à voir sa manière de se peigner les sourcils. Déjà, on comprend qu'il y a un gros problème que ce type-là soit à un poste de haute fonction au sein de l'armée américaine. Je vais continuer du coup. Vallely donc et Aquino, dans leur bouquin sur les psyops, parlaient d'utiliser les médias, mais précisément, Vallely était lié à la Fox, la chaîne de Rupert Murdoch, chez qui il officiait. Il présentait une chronique. Donc c'est le même réseau évidemment que Tucker Carlson, puisque Rupert Murdoch, avant que Tucker Carlson était là, c'était Rupert Murdoch qui tenait le siège. Donc avant de finalement sortir un nouveau format d'émission, Tucker Carlson est ensuite migré sur X, après avoir été congédié de la chaîne. Alors officiellement, pour avoir tenu des propos un peu limites à l'antenne. Donc c'est une séquence étonnante là aussi, où il se donne le rôle du pourfendeur de l'immoralité des chaînes mainstream, et il met légèrement à demi-mot la Fox en question, la Fox et ses sponsors, en mentant d'ailleurs très ouvertement à l'antenne. Et il prenait un exemple prétendument hypothétique d'un conflit d'intérêts entre la Fox et l'industrie pharmaceutique, alors que cet exemple n'a strictement rien d'hypothétique, les principaux sponsors publicitaires et mécènes de Fox News étant relativement les mêmes qu'ailleurs, avec Vanguard et BlackRock, ainsi que plusieurs laboratoires pharmaceutiques au sommet de la liste des contributeurs. Et Carlson, évidemment, soutient inlassablement Trump, qui est systématiquement placé en victime vis-à-vis des médias mainstream de gauche. Fox a viré Tucker Carlson, mais ces deux dernières interventions sur Fox News, c'était Trump le 12 avril 2023, Elon Musk le 16 avril suivant, donc on passe du 12 avril au 16 avril, et il s'est fait limoger le 24 avril suivant, et a annoncé rejoindre X pour ses prochains shows le 9 mai suivant. Donc de bout en bout, tout ça s'est passé en 28 jours, soit moins d'un mois. J'appelle cette séquence le 28 jours plus tard, en référence au film de Mort-Vivant. Les connaisseurs apprécieront la ref, à la catastrophe de santé publique. Bref, en fait, que ce soit X ou Fox News,
de toute façon, j'ai bien peur que c'est le même cercle, puisqu'Elon Musk et Rupert Murdoch s'affichent également publiquement ensemble sur un gros événement où tout le monde a pu constater leur proximité. C'est notamment le cas lorsqu'on les a vus lors d'un Super Bowl en février 2023, soit un mois avant la séquence du 28 jours plus tard. Donc tout s'est organisé à ce moment-là, finalement. Donc ensuite, on va un petit peu passer en revue les personnes de l'entourage de Trump en lien avec la pédocriminalité, dont il n'a jamais publiquement récusé leurs actes connus, à commencer par Alan Dershowitz, qui était lié à Epstein, puisque c'était son avocat. Dershowitz, qui a également été l'avocat de Trump lors de son procès en destitution. Lié à Epstein, qui soutient une personne, Trump, dont le projet serait de nettoyer le marais et faire la chasse au trafic humain. Il faut avouer que la manœuvre est particulièrement insidieuse. Et lorsqu'on demande à Dershowitz ce qu'il a à voir avec l'affaire Epstein, et je rappelle ici pour les auditeurs qu'il avait été accusé de nombreux sévices par Virginia Giuffre, avant qu'elle ne finisse par se rétracter, peut-être sous le poids des pressions. Et donc lui, il répond en accusant ses détracteurs de faire beaucoup moins de bruit lorsqu'il s'agit de dénoncer les viols des Israéliennes par les membres du Hamas, ce qui, lorsqu'on y réfléchit, est profondément abject. C'est obscène. Dans le cercle de Trump, on peut aussi évoquer Tevfik Arif, fondateur du Bayrock Group, une société internationale de développement immobilier et d'investissement qui est basée à New York dans la Trump Tower, accusé de trafic humain et pris en flagrant délit sur son yacht avec des mineurs dont il dira que c'était des mannequins. Tevfik Arif était l'associé de Donald Trump et il est également connu pour être l'associé du gangster russo-américain Félix Sater, également associé de Trump et plus grand donateur du Shabbat de Port Washington. Donc je survole à peine, mais tous les personnages que je cite mériteraient qu'on se penche sur leur cas. Comme vous dites, il faut faire nos devoirs ensuite. Les CV sont extrêmement denses et ne font qu'accabler la team Trump, quel que soit l'angle où l'on regarde. Bref, je continue, la liste des proches de Trump. Tout droit sorti de la CIA, William Barr, un ancien de l'administration Bush, placé par Trump, général du département de la justice. Son père, Donald Barr, est celui qui avait donné son premier poste à Jeffrey Epstein, en tant que professeur à l'école de Dalton, à New York. Donald Barr avait aussi écrit un roman, donc le père de William Barr avait écrit un roman relatant des histoires de pédophilie malsaine. D'ailleurs, j'appelle ce détail la connexion Epstein-Barr, qui en médecine désigne curieusement le nom d'un herpès. Donc ça ne s'invente pas. Donc vous avez un certain talent mémétique, Joe. Mais quand j'ai évoqué ça la première fois, il y a des gens, des soutiens de QAnon qui sont venus me dire oui, mais ça n'a rien à voir, Epstein Barr, l'herpès et tout ça, c'est pas eux qui l'ont inventé, le Epstein Barr. Oui, non, on est d'accord. Mais il n'empêche que on voit une connexion entre un certain Donald Barr et un certain Jeffrey Epstein et qui nous fait ensuite déduire des tas de choses très très étranges. Donc ensuite, on a George Nader, un conseiller de Trump, consultant libano-américain, lobbyiste, conseiller politique et pédophile récidiviste reconnu coupable d'exploitation sexuelle de mineurs. Donc il a agi à plusieurs reprises en tant qu'agent de liaison entre les politiciens américains et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et en tant que lobbyiste pour la société de sécurité, l'ancienne société de sécurité privée Blackwater. Blackwater, c'est une société de sécurité. On envoyait ça quand on voulait pas assumer le conflit public, et on envoyait une armée. On ne veut pas envoyer une armée officielle, eh bien on va envoyer Blackwater. Donc Nader. C'est une entreprise, pour les auditeurs qui n'ont pas compris, c'est une entreprise de mercenaires. C'est ça, une armée privée, tout à fait. Donc Nader a été conseiller du prince héritier Mohammed bin Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis et consultant du fondateur de Blackwater, Eric Prince. En janvier 2018, des soupçons ont été émis selon lesquels les Émirats arabes unis avaient été impliqués dans la campagne du président Trump de 2016, puisqu'il a rencontré Donald Trump Jr., le prince Eric et Joël Zamel, un entrepreneur israélien, et je vous le donne en mille,
spécialiste de la manipulation des médias sociaux. Donc encore un, pour offrir de l'aide à l'équipe Trump pour gagner les élections. Donc on va maintenant faire un petit tour dans l'histoire pour tenter de comprendre comment c'est possible qu'il y ait autant de personnes impliquées dans ce type de réseau. Parce que, comme on le comprend, la pédocriminalité n'est pas, évidemment pas exclusive aux sectes qui arborent le folklore sataniste, ce qui évidemment n'enlève rien au caractère satanique de leurs actes vis-à-vis de la loi divine. C'est une évidence. Le pouvoir sait bien que ce sujet de la pédocriminalité préoccupe énormément certaines personnes du peuple. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il s'emploie à fabriquer des histoires de pédocriminalité et des personnages qui incarnent la lutte contre les réseaux. C'est la méthode du pompier pyromane. Et Trump a parfaitement incarné ce rôle en même temps que les opérations d'influence se chargeaient de construire et diffuser des narratifs servant à polariser toujours plus l'opinion de leurs suiveurs. La constitution des réseaux de chantage est en fait originaire des réseaux mafieux qui se sont mis à tendre des pièges afin de produire du matériel compromettant dans le but de manipuler les acteurs du pouvoir. Ces réseaux sont en place et connus de tout l'appareil d'État depuis très longtemps. Ils se sont répandus de manière exponentielle avec la modernisation des appareils permettant de capturer des images, depuis l'appareil photo jusqu'aux caméras vidéo. Et ces méthodes se sont généralisées quand les milieux du renseignement et finalement l'armée se sont saisis de cet outil en concluant des alliances avec les réseaux mafieux. Je vous renvoie aux articles de la journaliste Whitney Webb, dont les précieux travaux couvrent l'histoire américaine de cette expansion du crime organisé. Et voilà, je cite ici un extrait d'un article qui avait été traduit par Jeanne Traduction, que je salue d'ailleurs, de Whitney Webb, qui précédait la sortie de son nouveau livre One Nation Under Blackmail, donc une nation sous listée en blackmail. Sous le chantage. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, je cite, l'opération Underworld était une opération supervisée par l'Office of Naval Intelligence des États-Unis. Et en arrière-plan, quelque part, vous aviez l'OSS, qui est le précurseur de la CIA. En gros, l'ONI, alors je précise, l'ONI, c'est le centre de l'intelligence navale des États-Unis. L'ONI, donc, a conclu une alliance formelle avec le crime organisé à New York. Il s'agissait plus précisément du syndicat national du crime, dont certains gangsters tels que Meyer Lansky et Lucky Luciano. Et c'est ainsi qu'est née une alliance formelle entre le crime organisé et les services de renseignement américains, avant même la création de la CIA quelques années plus tard. Justifiée à l'origine par la nécessité de la guerre, mais qui s'est très vite transformée en une symbiose qui a duré indéfiniment. Fin de citation. Donc cette alliance, d'après Whitney Webb, remonte à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Mais aux États-Unis, l'un des premiers à pratiquer les méthodes de chantage sexuel, c'est Lewis Rosenstiel, qui organisait dès les années 50 des soirées de chantage, en proposant des divertissements tout en disposant des micros dans les lieux où les actes de débauche se tenaient. Lewis Rosenstiel était un ponte du crime organisé qui travaillait en étroite collaboration avec l'une des principales figures de la mafia américaine, Meyer Lansky, qui appelait Lewis Rosenstiel commandant suprême. Parce qu'entre eux, ils se donnent aussi des noms de généraux d'armée. Donc, c'est encore plus compliqué finalement. Et il y a un nom en particulier qui ressort de ces organisations mafieuses et qui place vraiment Trump en plein milieu du marais, puisqu'il s'agit de son mentor. Il s'agit de l'ancien conseiller du sénateur républicain McCarthy, Roy Cohn. Alors, Donald Trump a fait irruption sur la scène politique en 2015. Il faut savoir qu'il y est parvenu avec l'héritage stratégique de son mentor, Roy Cohn, qui avait créé une machine d'influence d'un pouvoir gigantesque, inégalé, comprenant certaines des personnes les plus éminentes des médias et de la politique, et les plus gros représentants des religieux, juifs et catholiques. Donald Trump, qui est devenu le protégé de Roy Cohn au milieu des années 70, était un habitué des événements sociaux qui étaient organisés en son honneur. Beaucoup de ces fêtes d'anniversaire ont attiré des personnalités célèbres, telles que l'artiste Andy Warhol, le créateur de mode Calvin Klein, le comédien Joe Adams, et des personnalités politiques, comme l'ancien maire démocrate de New York, de 74 à 77, Abraham Beame, et le membre de l'Assemblée de Brooklyn et futur sénateur, dont nous avons parlé
lorsque j'évoquais le dîner inaugural de Donald Trump, Chuck Schumer. Donc, il est dans la salle lorsque Trump fait la standing ovation au Clinton. Donc, Trump fait même un trait d'humour le concernant, d'ailleurs, de mémoire. Les politiciens, les journalistes et les célébrités invitées aux soirées exclusives de Roy Cohn étaient ceux qui avaient des comptes avec la, entre guillemets, banque de faveur de Cohn. C'est un surnom pour sa trésorerie officieuse de faveurs et de dettes politiques contractées avec l'implication de ces opérations de chantage sexuel depuis les années 50. Parmi les amis les plus proches de Cohn se trouvaient les personnages les plus influents des médias, comme Barbara Walters, une très célèbre journaliste aux États-Unis, animatrice de télévision et présentatrice de journal télévisé, qui a interviewé tous les présidents depuis Nixon. Barbara Walters s'était illustrée notamment en reprochant à ceux qui souhaitaient dénoncer Harvey Weinstein de nuire à toute l'industrie du cinéma, ce qui, encore une fois, est un chantage odieux et une déclaration, en fait, finalement, du même niveau de culot que celle de Dershowitz au sujet des viols du Hamas, quoi. On retrouve aussi Abe Rosenthal, le rédacteur en chef du New York Times, William Safire, qui est, lui, lié à la CIA, chroniqueur de longue date du New York Times et collaborateur du New York Magazine, médaillé par George Bush. On trouve aussi George Sokolsky, du New York Herald Tribune, de NBC et de ABC, du New York Sun. Il s'agit d'un fils de rabbin spécialiste de la Chine, de rabbin russe, il me semble, qui a notamment présenté Roy Cohn à Joseph McCarthy. Sokolsky était un ami particulièrement proche de Roy Cohn et de l'ancien directeur du FBI, Edgar Hoover. Edgar Hoover, c'était le patron du FBI et qui était tenu au chantage par Meyer Lansky. Ce dernier avait en sa possession des enregistrements le mettant en scène dans une union homosexuelle. Grâce à ça, Lansky a ensuite entraîné Edgar Hoover à récolter toujours plus de matériel compromettant pour le compte de Roy Cohn. George Sokolsky, il faut savoir qu'il a notamment dirigé la Ligue juive américaine contre le communisme avec Roy Cohn pendant plusieurs années. À savoir que le père de Roy Cohn, Albert Cohn, était entre autres juge à la Cour suprême des États de l'État de New York, et a également été le président du puissant chapitre de la Nouvelle-Angleterre et de New York du B'nai B'rith. Voilà. Roy Cohn lui-même était membre du B'nai B'rith, puisqu'il était responsable de la loge bancaire de leurs finances. Évidemment, quand on entend ça, on peut immédiatement s'interroger sur la fameuse banque de faveur de Roy Cohn. Je vous laisse déduire ce que vous voulez. Roy Cohn s'est également appuyé sur son ami du lycée, Newhouse Jr., pour exercer une influence médiatique. Newhouse Jr. a supervisé l'empire médiatique qui comprend maintenant Vanity Fair, Vogue, The New Yorker et de nombreux journaux à travers les États-Unis, ainsi que des intérêts majeurs dans la télévision par câble. Et bien sûr, Roy Cohn était également l'avocat et l'ami du mania des médias, membre du CFR, Rupert Murdoch. L'amitié entre Murdoch, donc le patron de la Fox, l'amitié entre Murdoch et Cohn a commencé suite à leur soutien mutuel à Israël. Roy Cohn était également un ami proche d'un autre mania des médias, Mortimer Zuckerman, lui aussi membre du CFR, qui a été fait commandeur de l'ordre des arts et des lettres par le gouvernement français en 1994 sous Mitterrand. Zuckerman et Rupert Murdoch étaient de grands amis de Jeffrey Epstein. Donald Trump... Alors, juste un mot, il faut dire quand même un mot de la connexion très importante entre Maxwell, qui était membre de l'Empire Murdoch, entre Robert Maxwell et Robert Murdoch. Parce que c'est là que rentre Ghislaine Maxwell en jeu d'ailleurs, parce elle est la fille d'un de ces magnats des médias, disons judéo-conservateurs. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je vais réévoquer un petit peu le clan Maxwell, le méga groupe et ces choses-là. Mais effectivement. Donc Trump, Barbara Walter et Alan Dershowitz, dont j'ai parlé précédemment, l'avocat d'Epstein et de Trump, serviront plus tard ensemble de témoins de moralité pour Roy Cohn lors d'audiences en justice qu'il a eu en 86 et susciteront plus tard la controverse pour leur relation avec Jeffrey Epstein.
Donc la banque de faveur de Roy Cohn et sa position unique en tant que liaison entre le monde criminel, les riches et les célèbres, et les principaux influenceurs des médias, ont fait de lui une force incontournable pour accéder à tout type de postes élevés, même s'il était publiquement affilié, lui, au Parti démocrate tout au long de sa vie. Ce sont ses liens politiques avec des personnalités dirigeantes du Parti républicain et sa relation étroite avec, entre autres, le directeur de longue date du FBI, Edgar Hoover, qui l'ont rendu intouchable pendant une grande partie de sa vie. Bien que la majeure partie de son influence politique ait été forgée dans les années 50, Roy Cohn est devenu encore plus puissant avec l'ascension de Ronald Reagan. Roy Cohn était une référence bien connue pour les candidats républicains et ça se voit dans ses rôles démesurés pendant les campagnes présidentielles de Ronald Reagan de 1976 et de 1980. Donc c'est au cours de la campagne de Reagan de 80 que Roy Cohn a rencontré Roger Stone, que j'ai évoqué un peu plus tôt. Roger Stone, il s'agit d'un des cerveaux de la tactique politique de Donald Trump, qui par ailleurs a été gracié par Trump pour ses affaires d'obstruction à la justice lors du fameux rapport Mueller, qui était chargé de monter un dossier dont l'objectif était de faire parler de la collusion entre la machine Trump et la Russie. Roger Stone, qui était lié à Julian Assange, c'est lui qui aurait obtenu les échanges de mails des démocrates obtenus par ses contacts russes en 2017. Roger Stone et son associé Paul Manafort, un agent d'ingérence officielle, criminel reconnu coupable, pourtant connu pour être un conseiller habituel des présidents républicains. Évidemment, il l'a été pour Donald Trump. Lui aussi, gracié par Trump lors de ses démêlés avec l'affaire du rapport Mueller. Donc, Paul Manafort sera plus tard le directeur de campagne de Donald Trump en 2016. Et c'est Roy Cohn qui l'a présenté à Donald Trump. Un autre associé de Roy Cohn, Tom Bolan, a également été une force influente dans la campagne de Ronald Reagan. Il a ensuite présidé l'équipe de transition de Reagan en 80. Reagan a nommé Tom Bolan, qu'il considérait comme un ami, directeur de l'Overseas Private Investment Corporation, l'institution gouvernementale de financement du développement. Il était aussi coprésident des finances de New York dans la campagne de Reagan en 80 et 84. Tom Bolan était également proche d'autres membres du cercle de Roy Cohn, tels que Rupert Murdoch et Donald Trump. Un autre lien avec Trump, Roy Cohn pouvait faire nommer les proches de ses clients à des hauts postes, comme nous l'avons dit, y compris des postes de juges fédéraux. C'est le cas de la sœur de Donald Trump, Marianne Trump Barry, également récemment décédée en novembre 2023. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais lorsque j'ai rédigé ma première intervention, beaucoup des personnes n'étaient pas décédées. En fait, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure que le temps avançait et qu'on me ressollicitait pour expliquer tout ça, que j'avais rédigé une forme de Death Note. Enfin bref, je referme cette parenthèse. Donc, Roy Cohn a travaillé en étroite collaboration avec William. Pour une fois que ce que tu écris n'a pas d'impact direct sur ta santé, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Du moment que moi je suis épargné, il n'y a pas de souci. Roy Cohn a travaillé en étroite collaboration avec William Casey, membre du CFR, encore un, et directeur des communications de la campagne de Reagan en 80, et plus tard nommé directeur de la CIA. Ronald Reagan et Roy Cohn avaient des liens profonds avec les mêmes factions du crime organisé qui étaient parmi les clients de Roy Cohn et de son propre mentor, pionnier de ses pratiques à très grande échelle, Lewis Rosenstiel, qui était l'un des Big Four. Alors les Big Four, en anglais, les quatre gros, en fait, ou les gros quatre, c'est le nom qui est donné aux 4 plus grosses distilleries d'alcool. Et il avait fondé l'organisation de la Ligue juive américaine contre le communisme avec Roy Cohn, comme nous l'avons dit. Quelques mois après la mort de Roy Cohn, un autre individu a pris sa place en tant que figure centrale du réseau de chantage qu'il avait constitué. Cet individu, c'est Jeffrey Epstein. Il sera recruté après son renvoi de la Dalton School, où il avait été mis en place par Donald Barr, le père de William Barr du DOJ, par Alan Greenberg, un ami proche de Roy Cohn, une fois de plus, homme d'affaires, qui était le PDG de Bear Stearns, une banque d'investissement et de courtage américaine ayant été reprise par JP Morgan Chase suite à la crise de 2008. À savoir qu'Alan Greenberg était membre de la Society of American Magicians, donc la Société américaine des magiciens. Il a financé la société Kaufman et Greenberg, que les ésotéristes sûrement
connaissent, puisqu'il s'agit de la société qui éditait les livres de magie et qui l'a fondée avec Richard Kaufman. Donc, suite au recrutement d'Epstein par Greenberg, Jeffrey Epstein a été mis en contact avec Leslie Wexner, un milliardaire proche de la famille Bronfman et lié à Meyer Lansky, qui était lui aussi lié aux membres du syndicat du crime organisé qui était autrefois contrôlé par Roy Cohn. Wexner et Epstein ont commencé une fulgurante ascension avec un autre ami de Roy Cohn ayant des liens avec la Maison Blanche de Reagan et la famille Trump, un certain Ronald Lauder. Donc, il s'agit encore d'un membre du CFR. Et Ronald Lauder est le fils d'Estée Lauder, héritier de sa marque de cosmétiques. Je ne sais pas si les auditrices qui connaissent peut-être les marques de cosmétiques ont probablement en tête le logo Estée Lauder. Et donc, ce Ronald est l'héritier de sa marque de cosmétiques et qui a été propulsé. Et surtout président du Congrès juif mondial. Il a été élu. Effectivement. Ouais. Effectivement, j'allais y venir. Évidemment. Pareil pour les Bronfman, il faut quand même dire que c'est eux qui sont les principaux propriétaires de marques de spiritueux aux États-Unis. Tout à fait. Ils étaient propriétaires de Seagram. Et ensuite, Seagram a acheté Universal. On parle de la production cinématographique là. Universal était possédé par Seagram. Ensuite, Seagram a rétrocédé Universal à Vivendi. Mais c'est toute une affaire. Vous comprenez que quand on met les pieds là-dedans, on est dans un labyrinthe, dans tous les couloirs et à chaque virage, on trouve un fantôme. À un moment donné, on trouve un monstre. Donc ça les mettrait certainement dans l'embarras, mais je pense qu'effectivement les noms à garder, c'est le pan de droite en fait. C'est ceux qu'on n'a pas encore révélés. La République américaine se garde entre guillemets une armée d'annonceurs et de représentants publics de réserve en fait. C'est comme ça que je vois. Là, il y a un vrai sujet sur l'affaire Epstein en France, c'est que moi j'ai la plus grande amitié pour Xavier Poussard, il le sait. J'apprécie beaucoup son travail, tu l'as cité tout à l'heure, mais il y a quand même ce point aveugle, à mon avis, dans ce volet français de l'affaire Epstein, c'est que en France, alors non pas de l'affaire Epstein française, mais le traitement médiatique de l'affaire Epstein en France, y compris par fait et doc, à mon avis, alors que Xavier est très familier du méga groupe, il a tendance quand même à minimiser les liens de la galaxie Trump avec Epstein. Or, ils sont complètement établis puisqu'en fait, le méga groupe est derrière Donald Trump. Donald Trump est le candidat du méga groupe. Voilà, faut dire les choses. Si ils avaient dû émettre cette hypothèse, ça aurait contredit complètement le narratif je pense à Alain Soral évidemment à ce moment-là, qui est présent à ce moment-là, alors qu'ils font l'émission de mémoire avec Jovanovic. Donc ça aurait déclenché un débat à ce moment-là. Alors après, peut-être que pour éviter d'enkyloser l'émission d'un débat inopportun ou peut-être pour des raisons peut-être plus malhonnêtes, mais j'ai pas envie de faire des accusations infondées. D'ailleurs, je suis comme vous, je fais pas d'accusations infondées du côté de la résistance française. Mais il y a quand même là aussi il y a de quoi chercher, il y a des pistes qui sont quand même assez faciles à argumenter pour au moins après c'est à chacun de se faire son opinion. Soit il s'agit d'une sorte de mini fanatisme en gros de l'entité révoltée du public d'égalité et réconciliation, soit il s'agit d'incompétence, soit il s'agit de non-dits parce que des financements, soit il s'agit de tout ce qui se passe dans l'ombre. Il y a une part de soutien du Trumpistan aux travaux de Poussard, puisqu'on sait maintenant que Candace Owens est en relation avec lui et qu'ils ont poussé l'affaire Brigitte juste en première page des magazines américains parce que le Trumpistan répercute les travaux de Xavier Poussard sur Brigitte. Donc là, je pense qu'il y a une forme
simplement de sympathie par, je dirais, par la cause. Ils font cause commune. Après, pour égalité de situation, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de vendre le candidat des Lubavitch, qui est Donald Trump, aussi bien que Vladimir Poutine d'ailleurs, qui ont tous les deux l'honneur dans le coffret Lubavitch, donc qui sera probablement lancé pour la Noël prochain. On pourra avoir peut-être deux bustes en plastique pour le prix d'un à suivre. À suivre. Et il y a une question qui demeure, pourquoi il n'y a pas Elon Musk dans les bustes? Non, Ah mais peut-être qu'on fera 3 bustes pour le prix d'un. Hein. Pourquoi pas?
切しはつがって